Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat électoral en direct des studios de Radio Présence et en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées et la Dépêche du Midi. Nous vous proposons aujourd'hui un face-à-face entre les deux candidats finalistes aux élections législatives pour la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Ce débat sera animé avec Arnaud Paul, responsable pour les deux journaux, la Nouvelle République et la Dépêche. Pardon. Pour ce débat, nous accueillons le candidat du Rassemblement national, monsieur Olivier Monteil, avec 36,96%, et puis le candidat du Front populaire, monsieur Denis Feignet, avec 28,09%. Il est à noter que Benoît Mornet, le candidat d'Ensemble pour la République, qui avait obtenu 24,91% des voix et qui était qualifié pour le second tour, a décidé de retirer sa candidature en soutenant, on peut le dire, le candidat, M. Feignet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Feignet, vous êtes arrivé en deuxième position lors de ce scrutin, le premier tour. Vous avez fait mieux que en 2022 la candidate qui était présente. Comment vous analysez ces résultats ? Je pense d'abord que sur le premier tour, moi, quand j'ai eu donc l'investiture pour le nouveau Front populaire, j'ai ressenti un mouvement, vraiment une énergie de l'ensemble des partis au niveau local qui étaient engagés dans ce front. J'ai eu aussi, bien entendu, le soutien des radicaux de gauche, qui ne font pas partie du Front populaire, mais qui me soutiennent parce que moi je suis un élu local, je travaille avec eux depuis de très nombreuses années. Et je pense que nous avons rassemblé ce qu'on appelle les forces de gauche au premier tour. Donc 28%, c'est à peu près le chiffre qui rassemble l'ensemble des forces sur la deuxième circonscription. Alors, est-ce que vous espérez un report de voix de la part d'Ensemble et des électeurs de M. Mornet au premier tour ? Alors, d'abord, je remercie M. Mornet et Stéphanie Marquez, bien sûr, de s'être désistés. Je pense que c'est un réflexe républicain. Et bien entendu, je compte sur les voix du candidat de M. Mornet et pour vaincre. Mais c'est vrai que je pars avec un certain handicap au niveau des voix du premier tour, puisque M. Monteil, candidat du Rassemblement national, totalise plus de 5000 voix d'avance. Alors, Monsieur Monteil, vous étiez déjà candidat en 2022, et là, au premier tour de... oui, et vous avez plus que doublé votre score de 2022. Comment vous expliquez cette très forte progression ? Effectivement, non seulement on a doublé notre score, mais on a triplé nos voix également par rapport à il y a 2 ans. Je crois que c'est la mesure d'une vague populaire qui s'est levée et qui au premier tour a marqué sa volonté très claire, très nette de tourner la page Macron. D'ailleurs, les deux candidats de M. Macron ont été éliminés de ce second tour. Ils se sont même désistés, mais ils étaient qu'en 3e position, y compris un député sortant. Donc c'était cette volonté-là qui s'est exprimée dimanche dernier, de tourner la page de Macron dans notre département, et ensuite d'adhérer fortement à l'alternative que propose le Rassemblement national dans cette circonscription, une alternative à une gestion du pays qui a été chaotique, mais aussi à une opposition de gauche et d'extrême gauche qui est chaotique, qui est souvent violente et qui propose un programme de ruine économique pour le pays. Donc ça, c'est d'autant plus fort que la participation a été... on peut le dire, stupéfiante à ces élections. Et donc, alors, il y a une légitimité populaire qui est incontestable. Alors, est-ce que vous avez fait le plein de vos voix, selon vous, ou est-ce que vous avez encore quelques réservoirs de voix ? Je pense aux candidats de Reconquête, ou est-ce que vous espérez que certains électeurs des Républicains, notamment, vous rejoignent ? Écoutez, les voix des candidats n'appartiennent à personne.
Donc même chez M. Mournet, vous savez, il y en a qui s'abstiendront, il y en a qui voteront pour vous, M. Feignet, il y en a qui voteront pour moi. Et puis voilà. Et puis après, je vois mal des électeurs Reconquête, des électeurs de M. Lassalle ou des électeurs des Républicains voter pour le parti, le nouveau parti qui a été créé par M. Mélenchon, qui est dominé par M. Mélenchon. Je les vois mal se diriger là. Donc oui, bien sûr, nous avons des reports de voix et notre espoir, c'est de transformer l'essai dimanche prochain. On va débuter avec les sujets. Le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat, qui est un enjeu crucial pour les électeurs. Toutes les formations politiques promettent d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, notamment par l'augmentation des salaires ou le blocage des prix du carburant, de l'énergie, des produits de consommation courante. Le prix de l'électricité a augmenté de 8,6% pour les tarifs normaux, de 9,8% pour les tarifs heure creuse, heure pleine, le 1er février 2024, alors que le bouclier tarifaire va disparaître. Le prix du gaz a augmenté de 25% en 2022 et les carburants restent chers, affectant particulièrement les populations rurales comme celle des Hautes-Pyrénées, dépendantes de la voiture. L'inflation des produits alimentaires a ralenti après une forte augmentation. Alors, question toute simple, quelles sont vos solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et particulièrement pour les habitants de notre département? Monsieur Feignet. En ce qui me concerne, je pense que la seule priorité d'un gouvernement de gauche, ça doit être d'abord de répondre aux urgences qui abîment la confiance des Français. Et il faut adapter immédiatement des actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale du pays. Et ça passe par exemple par, nous l'avons mis dans le programme du nouveau Front populaire, l'abrogation de la réforme des retraites, de l'assurance chômage et l'augmentation des salaires, le minimum contributif et réduire la facture des ménages. Alors notre volonté, c'est d'augmenter les salaires. C'est vraiment la première volonté. Une vraie réindexation des retraites sur l'inflation. C'est aussi l'indexation des retraites, une vieille revendication, une ancienne revendication de la gauche. Je souhaite pouvoir remettre d'actualité après des années d'abandon ou d'indexation insuffisante. Je suis allé vraiment à la rencontre des habitants, à la rencontre des associations, à la rencontre des syndicats. Et il y a une vraie demande, une vraie attente par rapport à cette augmentation des salaires et des pensions de retraite. C'est vraiment le point central. Il y a aussi, en ce qui concerne les fonctionnaires, la fonction publique territoriale, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, il y a la demande de revaloriser le point d'indice, mais aussi de revoir les grilles des salaires dans la fonction publique territoriale. Vous savez qu'il y a 80% dans la fonction publique territoriale des agents qui sont de catégorie C. Et vous savez aussi qu'il y a un tassement de ces grilles. Et donc là, vraiment, il y a une demande pour permettre une progression plus rapide au niveau de salaires qui sont relativement bas, et notamment pour les catégories C. Et M. Feignet, la hausse des salaires, ça ne se décrète pas. Enfin, ce sont les entreprises qui augmentent les salaires. Comment vous allez procéder? Alors bien entendu, il va falloir d'abord se mettre autour d'une table. Moi, j'ai l'habitude de me mettre autour d'une table. Je suis élu local, donc il faudra vraiment qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des partenaires sociaux, des entreprises, etc. Remettre autour de la table les corps intermédiaires. C'est ce qui nous manque depuis des années. Je veux dire, les corps intermédiaires, ils ont été foulés, ils ont été parfois même maîtrisés. On le voit dans le décret de réforme de l'assurance chômage. Je pense qu'il faut remettre de la discussion, remettre de la concertation. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a ces tassements dans les grilles, mais je crois qu'il faut insuffler aussi, ça c'est un autre point de notre programme au niveau local, il faut insuffler un véritable choc pour accélérer les rénovations énergétiques. Le meilleur moyen de réduire la facture à long terme, c'est effectivement les rénovations énergétiques. Et vous parliez des entreprises, c'est aussi une source de travail pour les PME, pour les petites entreprises et d'emplois qui sont non négligeables.
Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux... Oui, mais Monsieur Fénier, vous êtes, on va dire, presque un chef d'entreprise, puisque vous êtes à la tête d'une commune, vous avez des salariés, vous avez des employés communaux. L'augmentation de 10 points de leur indexation, est-ce que ça ne remettrait pas en péril votre gestion de votre commune ? Alors, et les communes, aujourd'hui, avec, on le sait, on éteint aussi la nuit pour la planète, mais aussi pour économiser des sous. Nous essayons de faire des économies là où nous pouvons, au niveau de la facture énergétique, notamment, bien entendu. Que vous avez pris, parce que le bouclier ne s'appliquait pas pour vous, pour les collectivités. Hein. Tout à fait. Mais bien entendu, alors moi je suis élu d'une commune de 3000 habitants, je suis aussi à la communauté d'Aglo, donc chargé des finances, et bien entendu qu'il faut équilibrer tout ça, hein, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a la volonté politique et qu'il y a aussi au niveau local, et qu'il faut cette courroie de transmission entre les collectivités locales et l'État, et notamment revaloriser aussi les dotations. On a nous par exemple sur Ibos la DGF, mais partout, qui a baissé de façon drastique, et ça c'est vraiment, ce sera une des priorités, je pense aussi, au niveau si nous accédons avec une majorité à l'Assemblée nationale, ce sera de redonner, insuffler de l'énergie aux collectivités locales. On en parlera tout à l'heure au niveau des services publics. C'est absolument indispensable, bien entendu. Oui. Alors, on va donner la parole à Monsieur Monteil. Quelles seraient les premières mesures donc pour le pouvoir d'achat des Français, si vous accédez à l'Assemblée nationale et si vous avez la majorité? Mais écoutez, c'est pas un secret. Nous, on considère que l'énergie et le carburant, ce sont deux éléments qui sont constitutifs de la vie courante des gens. Ce sont même des outils de travail. La voiture ici, dans des régions comme la nôtre, de montagne, et de longue distance, la voiture est un outil de travail, ne serait-ce que pour amener les enfants à l'école, aller à l'hôpital, aller à son travail aussi. C'est indispensable à tous les foyers, à tous les ménages. Et le prix du carburant doit baisser. Il ne peut pas rester à ce niveau-là. C'est ça qui plombe le plus le coût des ménages aujourd'hui. C'est le prix du carburant et le prix de l'énergie, le chauffage. On ne peut pas dire dans les Pyrénées, on n'a pas besoin de chauffage. Il en faut quand même, hein. Donc voilà, c'est les points sur lesquels on va s'attacher. Notre première mesure, c'est la baisse de la TVA sur les carburants et sur les énergies de 20% à 5,5% pour la considérer comme des produits de première nécessité. Voilà. Mais Monsieur Monteil, si vous baissez la TVA, ça fait moins de rentrées fiscales pour l'État, donc vous baissez les ressources de l'État. Bien sûr, mais c'est déjà budgétisé, hein, Monsieur Paul. On ne fait pas comme ça à la légère, on le prévoit. Donc cette mesure-là, on l'a chiffrée autour de 10 milliards d'euros par an. Bah, écoutez, on a aussi prévu de baisser notre subvention, notre niveau de subvention de contribution à l'Union européenne annuelle d'autant. Mais si vous baissez la contribution de la France à l'Europe, est-ce que vous ne craignez pas qu'en retour, par exemple, l'Europe baisse ce qu'elle renvoie sur les territoires? Je pense par exemple à la PAC. Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que la PAC des agriculteurs français baisse puisque vous contribuerez moins au budget européen? Non, pas du tout, parce que comme vous le savez, la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne. Donc non, la PAC, je peux vous dire, on la paye 2 fois déjà, hein, avant de la récupérer. On la paye 2 fois. Hein. On paye par an environ 27 milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Donc on est parmi les premiers contributeurs nets de l'Union européenne. Et on en reçoit à peu près 10 milliards de moins. Et dans les 15-20 milliards qu'on reçoit, il reste, il y a les 10 milliards de la PAC. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures économiques que vous prendriez pour le pouvoir d'achat des Français? Oui, bien sûr, évidemment. Déjà, on va annuler l'augmentation du gaz qui vient d'avoir lieu là, au 1er juillet. Déjà. On n'annulera pas l'assurance, le projet de loi sur l'assurance chômage, puisqu'elle a déjà été en fait retirée par le gouvernement, qui a senti passer, je pense, le vent du boulet, et donc qui a réagi là-dessus. Mais autrement, on a un certain nombre de mesures sur l'électricité, par exemple, pour faire baisser les prix de l'électricité. Et ça demande des négociations auprès de l'Union européenne pour faire baisser pour quitter le système de fixation des prix. Qu'on soit plus indexé sur le prix du gaz, qu'on soit plus obligé de suivre un prix fixé par l'Union européenne, mais qu'on revienne à un prix
qui correspond au coût de production de l'électricité que nous produisons en France. Alors, concernant le gaz, par exemple, l'augmentation du 1er juillet, la justification, c'est l'entretien et l'investissement sur le réseau. Alors, si on ne le fait pas, le réseau va se détériorer. Comment vous faites pour, si vous annulez cette augmentation, comment vous faites pour financer finalement cet investissement qui paraît nécessaire ? Et on le fera sur le temps long, on le fera sur la durée du mandat, voilà, avec d'autres économies. Vous savez, le gouvernement utilise beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'il n'en a d'ailleurs, parce qu'il a quand même fait 1000 milliards de dettes en 7 ans, et il a quand même 156 milliards de déficit public en 2023. Bon, il faudrait lui demander d'où ça vient et comment il compte faire pour gouverner la France dans cet état. Nous, il y a des budgets sur lesquels nous reviendrons, bien évidemment. Hein. Moi, je pense en premier lieu à l'immigration, qui est un budget qui est colossal. Il y a un rapport. Il n'y a pas de budget de l'immigration bien sûr que si, dans l'État. Bien sûr que si, monsieur. Il y a eu un rapport paru cette année, en début d'année, sur le coût de l'immigration. Ce que ça représente en investissement pour l'État, en recettes aussi, parce qu'il y a une partie qui est en recettes. Et le coût que ça représente, le delta entre les dépenses et les recettes de l'immigration, du traitement d'immigration dans notre pays, c'est 54 milliards d'euros. Voilà, c'est un rapport qui a été très officiel, qui a été publié sur ce thème-là. Donc vous voyez que de l'argent à récupérer, il y en a. Monsieur Feignet, on revient un peu vers vous sur le dossier. Le SMIC. Sur l'immigration, oui, donc. Oui, sur l'immigration. Oui. Alors vous voulez faire des économies, vous, sur l'immigration ? Alors attendez. Parce que l'immigration, elle est nécessaire à l'économie. C'est l'accueil et l'insertion que nous devons continuer d'améliorer au niveau de l'immigration. Il y a des programmes européens d'aide au développement de ces pays pour permettre aux habitants d'y vivre décemment. On a créé, vous le savez, M. Montet, on a créé de nombreuses guerres dans ces pays. On ne peut pas refuser la paix et la protection à des familles entières, à des enfants. Donc, mettons-nous 5 secondes à la place des personnes qui sont en situation... L'Algérie n'est pas en guerre. L'Albanie n'est pas en guerre. Des milliers de Français doivent fuir la pauvreté et la guerre pour protéger leurs enfants, leurs familles, leurs aînés. Préférerions-nous être repoussés ou aidés ? Vous parliez des économies et vous parliez des professionnels. Les professionnels du bâtiment, de la restauration, du tourisme, de l'agriculture, on fait comment ça, la main-d'œuvre étrangère ? Qu'ils nous disent et qu'on arrête avec des visas de travail. C'est déjà en place depuis des années. Il faudra dans ce cas octroyer des milliers de plus ou moins pour régulariser la main-d'œuvre étrangère qui se lève le matin en France pour travailler. On ne pourra pas, je pense. On ne pourra pas. Vous voulez reconduire chez eux ces personnes et leur interdire l'entrée dans le territoire. C'est assez facile comme solution et je pense que c'est assez désastreux pour notre économie et notamment pour les entreprises. Non, moi je ne pense pas du tout ça, M. Feignet. Je pense qu'au contraire, c'est un coût pour nous d'accueillir des personnes qui viennent souvent sans travail, qui viennent parfois avec leur famille, qui viennent pour des raisons économiques et pas du tout pour fuir la guerre. Vous le savez, puisque la plupart des demandeurs d'asile qui viennent sur notre territoire sont déboutés de leur demande d'asile, les 3/4. Mais évidemment, comme rien n'est fait pour les ramener à la frontière et vers leur pays d'origine, eh bien, ils les restent sur le territoire comme des clandestins et nous devons payer pour ça. Ça, c'est un coût colossal, monsieur. Nous ne sommes pas du tout pour refuser l'accueil à des réfugiés. Mais encore faut-il que ce soit des réfugiés et pas des gens qui viennent pour profiter de la sécurité sociale, comme à Mayotte, profiter de nos maternités pour devenir français et avoir droit à tout après, aux aides sociales. Non. Les réfugiés, écoutez, il y en a, les réfugiés ukrainiens, on les a accueillis. Là, c'est un pays en guerre. Il y a des mairies, d'ailleurs, Assemblée nationale, qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens dans leur commune. Et c'est très bien. Mais en revanche, des gens qui viennent des pays comme l'Albanie ou l'Algérie, ce ne sont pas des pays en guerre. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est pas vrai. Ce sont des pays où la pauvreté est très puissante, mais à ce moment-là, il y a la moitié du monde qui va vouloir venir dans notre pays à nous. Voilà. Donc, nous considérons qu'il faut juguler l'immigration en contrôlant justement les demandes d'asile dans nos consulats,
dans les pays d'origine avant de leur permettre de rentrer en France. Monsieur Monteil, on est ici à Lourdes, Oui. et dans le département de Pyrénées, un tiers de l'économie, c'est le tourisme. Oui. Or, on sait qu'on a du mal, l'hôtellerie, la restauration ont du mal à recruter. Et là, malheureusement, on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère parce qu'on n'arrive plus à trouver de la main-d'œuvre qui veut venir travailler. C'est le casse-tête, je vous garantis, des hôteliers on a besoin de trouver et de des la main-d'œuvre restaurateurs. française. On n'a pas besoin de trouver de la main-d'œuvre étrangère. Il faut de la main-d'œuvre française. Par contre, l'hôtellerie, la restauration sont des métiers qui doivent être revalorisés. Il faut aussi attirer les gens qui viennent travailler. Il ne faut pas faire venir des immigrés pour les payer 2 sous 3 centimes. Ça, c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation. Il n'en est pas question. C'est des beaux métiers, la restauration et l'hôtellerie. Et là, il faut, au contraire, revaloriser ces métiers et permettre aux patrons de ces entreprises de payer dignement leurs employés, leurs cuisiniers, leurs... Est-ce que ça suffira, puisque le modèle ici, il est quand même saisonnier, donc avec les difficultés qu'ont les saisonniers derrière pour faire valoir leurs droits, notamment au chômage, puisque s'ils n'arrivent pas à faire les 2 saisons, été, hiver, c'est très compliqué pour eux. Et on le voit, ils sont soumis, ils ont les mêmes contraintes que les autres pour se loger, notamment. Je pense aux saisonniers hivernaux dans les stations de ski. Donc c'est un petit peu insoluble. Oui. On s'éloigne du pouvoir d'achat, mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Effectivement, il faut soutenir le travail saisonnier et il faut soutenir les saisonniers, notamment pour l'accès au logement, les conditions de travail, etc., pour qu'ils puissent vivre de leur emploi, même s'il est partiel dans l'année, mais dignement de leur emploi. Et puis surtout qu'ils puissent venir travailler. Si quelqu'un doit dépenser tout ce qu'il va gagner pendant une saison en logement, c'est pas convenable. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et nous y sommes bien sûr très favorables. Monsieur Feignet, sur le... Je voudrais juste rajouter sur cette question de l'immigration. On parle des entreprises, on parle de process, on ne parle pas du facteur humain. On ne parle pas des personnes qui se retrouvent ici en France dans des situations d'urgence, etc. Moi, j'ai été longtemps éducateur spécialisé et j'ai travaillé aussi auprès des CADA, des gens qui sont rentrés dans les centres d'accueil pour déporter les apatrides. Et je peux vraiment vous dire, témoigner, monsieur Monteil, je les ai accompagnés pendant des années, ces personnes. Il y a un potentiel énorme, il y a une créativité énorme, c'est une richesse énorme, cette diversité pour notre pays. Et ça, c'est l'élément fondamental pour moi, si vous voulez. C'est la richesse, la diversité des individus, des parcours au service de la nation. Mais vous ne croyez pas, monsieur Feignet, que les citoyens français, ils ont de la richesse aussi, ils ont de la valeur, vous ne croyez pas? Là, on parle de l'immigration. Bah oui, justement. Pourquoi on aurait besoin d'immigration alors qu'on a des Français qui sont au chômage, on a des gens qui ont envie de travailler, qui ont besoin de travailler? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. À ce moment-là, comme dirait votre collègue Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je suis d'accord avec Michel Rocard, je t'ai oui, dit, voilà, donc il faut quand même mettre des limites, si vous voulez. Moi, je suis marié à mon époux, c'est un peu personnel, mais qui est d'origine syrienne. Et ses parents avaient fui la guerre il y a quelques années, voilà, c'est il y a une trentaine d'années. Mais... Bon, écoutez, à partir du moment où les gens sont des réfugiés de guerre, s'intègrent à notre pays, acceptent nos valeurs, nos coutumes, viennent pour y travailler et non pas pour faire du business de drogue comme à Marseille ou profiter des aides sociales. C'est pas un raccourci un petit peu là d'allier le trafic de drogue et l'immigration? Immigration clandestine? Non, allez à Marseille, vous verrez. Oui, il n'y a pas besoin d'aller à Marseille. Vous pouvez le aller problème ici des stupéfiants, il est général et il est national. Bien sûr, et il ne concerne pas que les personnes immigrées, malheureusement. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais, c'est généralisé. Mais en tout cas, non, c'est pas une généralisation. Oui. Je vous dis que les 3/4 des demandeurs d'asile qui arrivent sur notre territoire sont déboutés du droit d'asile. Et par un gouvernement qui est laxiste sur ce sujet-là. Oui, mais c'est donc ça veut dire que ces gens... Ouais, ça l'alimente, Ça alimente. Ils viennent d'où, à votre avis? Les trafics d'armes, les trafics de cannabis, de cocaïne. Ça vient d'où? Expliquez-moi. Allez au tribunal correctionnel de Tarbes, vous verrez que l'essentiel des personnes qui sont condamnées ne sont pas forcément d'origine étrangère et ne sont pas forcément immigrés. Oui, vous n'êtes pas à Tarbes. Si, je suis à Tarbes, justement. Je vais vous dire, monsieur, c'est pas à Tarbes qu'il y a le fond du problème sur... le trafic de drogue, c'est dans les grandes villes, les grandes cités à Toulouse. Oui, mais on voit que c'est un phénomène généralisé, puisque ça touche tous les territoires maintenant. Je vais vous dire, ça pourrit notre jeunesse. Ça pourrit notre jeunesse. Ça, c'est sûr et certain.
Et il faut l'arrêter. On est bien loin du pouvoir d'achat, peut-être. Eh ben oui, il faudrait y revenir. À moins que le pouvoir d'achat passe par le trafic de drogue, Non, je pense non, pas. non, c'est pas une bonne idée. On va clore ce débat parce que vous avez pris un petit peu de retard, monsieur Feignet. On va parler de la santé. Santé aussi, qui est quelque chose de crucial pour les Hauts-Pyrénéens. Alors, on a deux problèmes. La désertification aujourd'hui des médecins. On a du mal à recruter. Il y a même des communes rurales qui donnent le local, qui donnent même une maison, une habitation et tout à un médecin qui voudrait s'installer et malheureusement, il n'arrive pas à trouver. Et puis, il y a ce grand projet d'hôpital commun. On aimerait bien vous entendre sur ce projet-là, de cet hôpital commun avec la fermeture donc, des hôpitaux de proximité, de Tarbes, de Lourdes et de Bagnères. Monsieur Feignet, on vous laisse la parole sur à la fois le recrutement des médecins, on a du mal à recruter du médecin, et cet hôpital. Alors il y a effectivement du mal à recruter les médecins et il y a du mal aussi à trouver des lieux pour installer les médecins. Et il y a aussi une difficulté pour les communes de garder les médecins. Je connais bien le problème dans un village de Dibos, où j'ai eu énormément de mal de maintenir une structure, un cabinet médical avec 6 médecins. Bien entendu, c'est un des rôles majeurs pour un élu que de permettre que la médecine de ville, les infirmières à domicile, etc., puissent s'installer au service des habitants. Ça, c'est le premier point. Alors, le débat sur l'hôpital de Lannes, c'est un exemple local de la polarisation du débat public. C'est un sujet qui est complexe, qui demande de la pondération. Moi, j'ai fait un texte pour expliquer ma position et puis que les habitants comprennent le process depuis le départ, depuis la genèse de ce projet qui date de plus de 20 ans. Et après, moi je suis un démocrate et je respecte les opinions de chacun, mais avec peut-être le courage d'une position un peu nuancée. Il y a une consultation publique sur le débat sur l'hôpital de Lannes aujourd'hui, qui est lancée. Je voudrais rappeler quelques éléments de la procédure, peut-être. Alors, pas trop la procédure. D'ailleurs, ça se clôture aujourd'hui. La dernière réunion de synthèse a lieu aujourd'hui, ce soir. Mais justement, est-ce que vous pensez que le territoire a besoin de ce nouvel équipement, puisqu'on a compris que les hôpitaux de Tarbes avaient du mal à recruter des médecins. Les installations auraient bien besoin de rénovation et ça coûte extrêmement cher. C'est la même chose à Lourdes. Donc, selon vous, qu'est-ce qui serait nécessaire? Est-ce qu'il faut un hôpital commun entre les deux? Est-ce qu'il faut investir massivement sur les deux structures existantes et pas ce troisième? Moi, je pense qu'il faut, dans l'absolu, des structures hospitalières départementales qui allient la qualité des soins, et des diagnostics précoces, des tableaux techniques, des plateaux techniques performants au service des patients, de leurs familles, avec un personnel soignant justement rémunéré et un nombre suffisant. Ça, c'est la base. Le dispositif de soins, il doit être performant au niveau somatique, mais au niveau psychiatrique. Vous savez comme moi qu'il y a un manque flagrant dans ce domaine-là. Il devra aussi contribuer à maintenir une offre de proximité sur chaque site. Et un maillage territorial efficient. Alors, sur la structure, moi je suis pour une structure moderne, de qualité, attractive. Je me suis positionné depuis longtemps. Je me suis positionné dans le cadre des sénatoriales avec ma collègue Viviane Artigalas. Je me suis positionné 2 fois sur le principe d'un hôpital commun entre Tarbes et Lourdes, 2 fois sur le principe, une fois sur le principe, une autre fois sur la possibilité urbanistique de le mettre à Lannes. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis simplement, il y a une procédure démocratique qui est en cours. Laissons faire la procédure. Donc, comme vous le disiez, la fin du débat, je crois qu'ils ont repoussé au 18 juillet. Ensuite, il y a la question environnementale qui sera posée. La réponse sera donnée en septembre. Et ensuite, il y aura l'ouverture de l'enquête qui se fera.
Et donc voilà, dans le cadre de cette enquête publique, donc laissons faire la procédure. Il me semble qu'on n'est pas dans un débat une élection départementale. On est dans un débat d'une législative, c'est-à-dire qu'on doit se positionner non pas sur le oui ou non, on doit se positionner sur le process. On doit se positionner sur les processus démocratiques qui amènent à la construction d'un hôpital. C'est ça qu'il faut interroger. Est-ce que ces processus démocratiques sont suffisamment importants, donnent suffisamment la parole aux citoyens? Ça, c'est un débat au niveau des législatives. Mais après, l'hôpital, aujourd'hui, l'hôpital commun, il est acté, puisqu'il y a une maîtrise... Le besoin existe, en tout cas. Et le besoin existe. D'accord. Est-ce que dans ce projet-là, vous êtes pour le maintien sur les hôpitaux existants, si l'hôpital unique arrivait et était construit, est-ce qu'on garde des services d'urgence de proximité? Il faut garder des services d'urgence et de proximité, bien entendu. D'accord. Bien entendu. Alors À Tarbes-et-Lourdes, alors. À Tarbes-et-Lourdes et à Bagnères. Alors, il faut garder des services. C'est systémique, si vous voulez. Je pense qu'une structure moderne, une structure de qualité entraînera. Il y a aussi Vic, il y a aussi Bagnères, il y a aussi Lannemezan, etc. Tout ça, c'est systémique. Il faut vraiment que cette structure moderne, attractive, attire autour la médecine de ville, les infirmières, les services de proximité. Voilà, il me semble, et je vous le dis parce que vous avez parlé tout à l'heure de Monsieur Monteil, de votre cas personnel. Moi, dans mon cas personnel, s'il n'y avait pas une structure attractive moderne qui s'appelle l'Oncopole de Toulouse, je ne serais pas là pour vous parler. Il y a 10 ans, j'étais 15 jours dans le coma, j'ai été sauvé par des médecins, par des infirmières, des services de soins performants. Je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Donc, moi, je défends une structure moderne, attractive et de qualité, avec la qualité des soins. Alors, Monsieur Monteil, est-ce qu'un hôpital commun entre Tarbes et Lourdes est nécessaire selon vous? Ou quelle est votre position sur ce sujet? Alors, moderniser les hôpitaux, oui, bien sûr, évidemment. Et il y a beaucoup à faire sur les hôpitaux de Tarbes et Lourdes, justement. Maintenir des services de santé capables d'accueillir les urgences, capables de traiter, de soigner les malades avec un nombre de médecins suffisant, oui, bien sûr, évidemment. Avoir du matériel performant, c'était un des arguments qui était avancé pour l'hôpital de Lannes, du type scanner, dernier modèle, dernier cri, mais bien sûr, évidemment. En revanche, fermer des hôpitaux, alors là, j'y suis totalement opposé. Celui de Tarbes, celui de Lourdes, je me mets à la place des habitants de ces communes et qui disent on va perdre notre hôpital. Pour aller aux urgences, il va falloir qu'on aille 20 km plus loin. Déjà à Lourdes, on avait supprimé la maternité il y a quelques années, la maternité de l'hôpital. Je trouvais ça scandaleux. Quelqu'un qui a besoin d'accoucher, une femme qui a besoin d'accoucher, qui vient d'Argelès-Gazost ou de plus loin, de Cauterets, vous imaginez le trajet qu'elle doit faire? C'est inacceptable. C'est inacceptable. L'hôpital de Lourdes, c'est l'hôpital de la vallée. Ben voilà, il faut que les gens puissent s'y rapprocher le plus facilement possible. Donc pour moi, c'est inconcevable de fermer des hôpitaux. Après, si on veut créer une structure supplémentaire, pourquoi pas? Bon, je pense qu'on pourrait très bien moderniser l'hôpital de Tarbes, qui est bien placé. Mais à quel coût? Et un hôpital à construire, c'est à quel coût? Hyper moderne et flambant neuf, comme vous dites, sur un terrain où il n'y a rien du tout. À quel coût? Donc ça se compare. Moi, je vais vous dire, la santé, d'une part, c'est l'affaire de l'État, c'est une prérogative de l'État, du gouvernement, de faire la carte des hôpitaux. C'est une fonction qui n'a pas de prix. Moi, j'étais militaire pendant ma carrière, je n'ai rien rapporté à l'État, à part mon service. Mais je n'ai rien rapporté à l'État, financièrement. Un policier, il ne rapporte rien à l'État financièrement. Vous voyez? Eh bien, la santé, c'est pareil. C'est pas fait pour rapporter à l'État. Donc, si on doit mettre de l'argent dans les hôpitaux, on les met. Pour les remettre en état, on les met. D'ailleurs, c'est une défaillance criante du gouvernement en cours, j'allais dire précédent, mais pas encore, mais en cours, qui gère les hôpitaux, la carte des hôpitaux en France, et qui ne s'est pas du tout préoccupé
de maintenir en état les structures hospitalières qui sont sur notre territoire. Et puis qui ne s'est pas du tout préoccupé non plus des déserts médicaux et de comment on allait approvisionner nos hôpitaux en médecins. Et alors justement, là, en matière de désert médical, quelles seraient les mesures que vous mettez en avant ? Écoutez, je considère qu'il faut attirer les médecins chez nous. Alors, pas forcément avec un hôpital flambant neuf. On peut moderniser celui de Tarbes, celui de Lourdes. Ce sera aussi agréable. D'ailleurs, à Lourdes, je pense qu'il y a de quoi faire avec tous les pèlerins qui passent. Mais il faut les inciter, de façon fiscale, principalement. Les médecins qui vont arriver sur le marché avec la fin du numerus clausus, donc les jeunes médecins ne sont pas encore là, ça prend 10 ans de former un médecin. En revanche, les médecins qui quittent la profession ou sont près de la quitter, eux, on peut les attirer. Et donc, on doit proposer des mesures fiscales pour les attirer, pour les inciter à venir dans nos départements ruraux. Voilà, et c'est ce que le Rassemblement national propose. Hein. Dans le détail, les médecins qui sont partis en retraite, mais qu'on rappelle, il y en a beaucoup qu'on rappelle, hein. Donc on va les exonérer de la taxation sur le travail. Voilà, et puis on peut aussi offrir, pareil comme pour les saisonniers, hein, on peut offrir des accès au logement plus faciles pour qu'ils viennent s'installer. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs, hein. Il y a des communes qui font des maisons de santé très, très adaptées aux besoins, et c'est une très bonne chose. On est pour en mettre le plus possible des maisons de santé, y compris au fond des vallées, vous voyez, avec des médecins. Mais il faut les attirer, je pense, fiscalement. Monsieur Feignet, sur cette question des médecins, moi je pense que pour augmenter la démographie médicale, il faut une augmentation du nombre de places dans les facultés de médecine. Oui, aussi. Qui reste largement insuffisante pour relever les défis de la démographie médicale. C'est vraiment un investissement aussi dans l'éducation, il me semble, en tout cas. Si on regarde un peu les programmes du Rassemblement national et du nouveau Front populaire, l'un, vous seriez pour obliger les médecins à aller sur les déserts médicaux. Vous auriez plutôt tendance à dire, si vous allez dans les déserts médicaux, vous auriez plus de rémunération. Oui, c'est ça. C'est bien ça ? Monsieur, on essaie d'attirer les médecins d'une façon ou d'une autre. Et pour les faire venir, parce qu'on ne peut pas leur donner d'ordre non plus, c'est une profession libérale, hein, sauf ceux qui sont dans la fonction hospitalière. Donc il y a des moyens, hein, d'ailleurs, de coopération entre le public et le privé pour répartir un peu mieux l'offre médicale. Il y a des moyens d'aide fiscale pour les médecins, mais aussi pour les soignants. On a aussi besoin de beaucoup de soignants. Il en manque beaucoup dans nos hôpitaux. Et c'est pareil, c'est des fonctions qu'il faut revaloriser. Les infirmières, les soignants, c'est des fonctions qu'il faut revaloriser par rapport au travail que ça produit. Et en plus, pour venir travailler parfois dans des coins un peu perdus, il faut vraiment qu'il y ait une offre salariale et fiscale qui soit intéressante. Moi, je pense aussi que l'accès aux soins, parce qu'il faut parler globalement de l'accès aux soins, est devenu de plus en plus difficile depuis plusieurs années. Il y a des carences, bien sûr, en personnel soignant, on l'a dit. Il y a des soins déprogrammés à l'hôpital. Il y a des délais d'attente de plus en plus longs pour avoir un rendez-vous en médecine de ville, on l'a dit aussi, sur l'ensemble de notre territoire. Il y a difficulté pour trouver un médecin généraliste référent. Il y a les déserts médicaux qui sont en progression constante. Il y a des revendications non satisfaites en termes de pénibilité et de rémunération du personnel soignant, des métiers du soin. Et notamment, moi j'ai reçu justement dans le cadre de cette campagne très très courte, les infirmières à domicile qui sont la profession d'infirmière et notamment les infirmières à domicile qui sont en grande souffrance. C'est ça le vrai débat. Et un hôpital commun ou la rénovation de 2 hôpitaux ne changera pas cette question fondamentale. Il faut bien se le dire. C'est ça le débat au niveau national. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Feignet. Le vrai débat dans le département, c'est pas de créer un hôpital unique, c'est encore moins de supprimer des hôpitaux, c'est de pallier la pénurie de médecins. C'est ça le vrai sujet, la vraie difficulté dans nos départements.
Et à cet égard, je pense qu'on peut aussi travailler sur la partie administrative des hôpitaux, en supprimant un certain nombre de médecins qui sont pris par des tâches administratives, en les remplaçant par les administratifs, en replaçant peut-être les médecins à leur bonne place à la direction des hôpitaux. Ils en sont un peu exclus, c'est dommage. En supprimant ce qui peut être inutile, à mon avis, et c'est dans notre programme, les ARS, les agences régionales de santé. Ce sont les préfets qui géreraient. Oui, voilà, consomment trop de médecins pour faire des statistiques, pour faire des trucs plutôt administratifs. Et effectivement, ça devrait être dans les mains des préfets, ces agences de santé, et puis redistribuer les médecins là où on a besoin d'eux, à leur travail de médecine, à faire des soins. On va terminer ce sujet sur la santé, sur quelque chose qui peut-être peut nous toucher aux uns et aux autres, c'est la fin de vie, avec les soins palliatifs. Il y a dans le département des Hautes-Pyrénées 10 lits, il y a une unité qui s'appelle les soins palliatifs, qui était d'abord à la clinique de Lormont, et qui a été rachetée par la MGEN, l'Arbizon à Bagnères de Bigorre. Il existe aussi des unités de soins palliatifs, des lits identifiés, soins palliatifs, et unités mobiles aussi dans ce département. J'aimerais qu'à travers les soins palliatifs et ce besoin qu'on a, parce qu'on manque cruellement de place et de lits pour les soins palliatifs dans ce département, j'aimerais qu'on parle de la fin de vie. Un projet de loi qui veut réformer, qui veut aller plus loin que la loi Leonetti, propose l'euthanasie et le suicide assisté. Si ce projet revient à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, quel serait votre vote sur aller plus loin que la loi Leonetti, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté, monsieur? Alors là, bien entendu, il faut dissocier les expériences personnelles qu'on peut avoir par rapport à l'accompagnement dans sa famille ou ses amis de personnes qui sont en fin de vie avec aucune espérance et dans une souffrance insupportable. Et lorsqu'il y a aussi une demande de la personne en conscience, moi, il me semble que là, on peut effectivement abréger les souffrances quand il y a une volonté, quand il y a un accord de la famille et du patient lui-même. Ensuite, c'est vraiment il y a toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a une loi et puis il y a les cas individuellement, il y a la réalité de chaque personne, où est-ce qu'elle en est, de l'entourage, de la possibilité de le sauver ou non, et c'est vraiment au cas par cas, après derrière, que les choses doivent se traiter avec humanité, avec beaucoup d'empathie et d'humanité, de conscience. Oui, mais demain, si vous êtes législateur, vous votez pour avoir la possibilité, alors après, bien sûr, en conscience ou bien sûr cas par cas, mais est-ce que vous donnez la possibilité? Je crois qu'il faut avoir la possibilité, il faut donner la possibilité, qu'on avance sur cette question-là et qu'on donne la possibilité, effectivement, légalement. Voilà. D'accord. Alors moi, je considère que le terme que vous avez employé me gêne un peu. Abréger les souffrances, je trouve même un peu choquant. La souffrance, ça se soulage. Voilà. Et quelqu'un qui est en fin de vie, on sera tous en fin de vie, un jour ou l'autre, il a besoin d'être soulagé de ses souffrances. Il a besoin, et donc, de soins palliatifs pour l'accompagner dans sa mort, dans sa mort naturelle qui arrivera. Mais il faut respecter la vie humaine. C'est pas un problème d'euthanasie, c'est laisser les gens vivre autant qu'ils le veulent. Et s'ils souffrent, à un tel point qu'ils veulent cesser de vivre, c'est leur souffrance qu'il faut soulager. On le constate souvent d'ailleurs en soignant et en apportant des soins palliatifs à certains mourants, et bien après ils s'accrochent à la vie. Et c'est naturel, on s'accroche tous à la vie. On est né pour ça, on est né pour vivre et transmettre. Et donc, moi je ne voterai pas une loi qui propose le suicide. C'est inconcevable. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse décider quelqu'un qui est dans un état mental peut-être déprécié, décider pour lui ou faire pour lui un suicide. Non, c'est pas un médecin
D'ailleurs, c'est pas conforme au serment d'Hippocrate, hein, d'enlever la vie. Et un médecin, il doit respecter la vie de chacun. Et si quelqu'un souffre, il doit lui apporter de l'aide. D'où l'intérêt d'aller plus loin dans les soins palliatifs, qui sont vraiment déplorables. Vous avez parlé d'une dizaine de lits sur l'Arbizon, mais c'est lamentable, c'est lamentable. C'est lamentable. On a une population qui est âgée, quand même, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ce que vous dites. Et oui. Mais après, c'est vrai que c'est un débat philosophique, c'est un débat religieux, aussi, etc., aussi. et qui touche effectivement à ses convictions personnelles. Aussi. Et bon, voilà. Mais c'est pas que ça, si vous voulez. C'est quand même, si on permet aux médecins d'aller supprimer la vie de quelqu'un, ça pose quand même problème sur le métier. Il est là pour soigner. Il est là pour soulager les douleurs. C'est son métier. Voilà, faisons-le. Voilà pour le dossier santé. On finit avec quelque chose de compliqué, de dur. Hein. On va parler de la ruralité avec vous pour ce dernier dossier. Les services publics qui ferment, qui s'éloignent, les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce département des Hautes-Pyrénées, qui est un département plutôt rural, sur les aides aux agriculteurs et puis ce service public qui ferme inexorablement, où on a de plus en plus de mal. Les impôts aujourd'hui se font par Internet, beaucoup de choses se font via des applications et on a de moins en moins ce contact avec quelqu'un. Et au-delà, la mobilité aussi. Surtout, oui, et la mobilité. Dans les campagnes, dans le rural, en montagne, c'est compliqué. Bon, la ruralité, je peux en parler. Moi, je suis issu de la ruralité. Je le disais tout à l'heure à M. Montet, avant le débat, moi je suis originaire d'une famille du Tarn-et-Garonne, dans un petit village où nous avons vécu dignement dans une ferme de 30 hectares avec mes frères, mes cousins. On a grandi, on s'est émancipé à travers notre famille, à travers l'école publique, et on a eu ce sentiment, je vous parlais des années 70, c'est pas d'aujourd'hui le sentiment de déclassement, le sentiment d'être décalé, le sentiment d'être étranger à ce qui se passe dans la vraie vie, dans l'urbain. Donc ce sentiment-là, il existe depuis longtemps. Et moi je respecte, autant je combats l'idéologie du Rassemblement national, autant je vous respecte à vous, M. Montet, et je respecte ces personnes qui se tournent, malheureusement, vers l'idéologie du Rassemblement national, parce que j'ai vécu ce sentiment d'être déclassé, d'être un peu abandonné, d'être un peu sur le bord du chemin. Alors comment faire justement pour lutter contre ce sentiment ? Pour lutter contre ce sentiment, d'abord, ce que je veux dire, c'est individuellement. C'est-à-dire qu'il faut par l'émancipation, par l'école, par la culture, il faut aller, il faut se battre, il faut s'engager. Mais ça, c'est au niveau personnel. Ce que je veux dire sur la ruralité, c'est qu'il faut accompagner la ruralité dans ses projets. Ce sont des formidables lieux pour innover, tout en ayant une vie saine et sereine. Même dans l'ultra-ruralité, comme on dit dans les baronnies. On me parle d'ultra-ruralité. La solution, c'est pas d'agrandir les métropoles, c'est pas de continuer d'agrandir les métropoles où finalement les gens ils vivent à fond, à 100 à l'heure, et puis ils vivent mal. La solution, c'est qu'au niveau des campagnes, qu'elles soient des lieux d'avenir. Et j'en suis persuadé. Alors, celles des Hautes-Pyrénées, en particulier, elles ne sont pas plus isolées ici que je l'étais, moi, dans le Tarn-et-Garonne. Donc il y a toujours des solutions. On gèle quand même pas mal le PLUI, par exemple, le plan local d'urbanisme intercommunal, gèle pas mal les terres pour parler de la ZAN. Accroître la possibilité de devenir propriétaire et acheter et de faire du terrain constructible. Donc aujourd'hui, l'État voudrait au contraire revenir, réintensifier les villes et surtout les centres-villes. On voit dans notre département beaucoup de gens regarder sur Tarbes qui se vide pour les périphéries. Alors non, Tarbes se rebrevit depuis quelques temps. Mais regagne des habitants. Tarbes regagne des habitants. Bon, pendant un temps, c'était la périphérie, autour de Tarbes, Bordère, etc., Séméac. Maintenant, c'est ça. Après,
sur la possibilité d'urbaniser, donc avec la loi zéro artificialisation nette, effectivement, ça fait plusieurs années que nous sommes confrontés à ce débat au niveau des communes. Sur l'objectif, moi je suis d'accord, 2050, zéro artificialisation nette, bien sûr, il y a un enjeu fort au niveau écologique, mais il faut qu'elle soit différenciée en fonction des territoires, en fonction des communes, le rural, le périurbain, l'urbain. Bien entendu qu'il faut donner la possibilité dans les petits villages de pouvoir s'émanciper au niveau urbanistique aussi, bien entendu. Alors après, il y a aussi le principe d'égalité entre tous les territoires et les habitants. Ça constitue un des fondements de notre République. Et les gens demandent d'abord de la dignité et du respect. Ils demandent des services publics de proximité. Ils demandent, par exemple, d'avoir... alors vous savez, on a la chance en France d'avoir 36 000 communes. Et on veut les garder. Et moi, je suis maire d'une commune et j'ai toujours combattu la diversité des 36 000 communes en France. On est un département, 469 communes. On a, je crois que c'est le département où nous avons le plus grand nombre de communes de moins de 200 habitants. Qui est le garant, le pilier de la démocratie dans ces communes? C'est les maires, c'est les conseils municipaux et les secrétaires de mairie. Et là, par exemple, si on veut donner un exemple, mais il y en aurait tant d'autres, la question de la revalorisation des métiers de secrétaire de mairie et de policiers municipaux. J'ai oublié, parce qu'il y a 2 métiers en tension dans la fonction publique territoriale, ce sont les secrétaires de mairie et les policiers municipaux, pour des raisons différentes, mais en tout cas, les secrétaires de mairie, il y a un problème d'attractivité. C'est des personnes qui sont les piliers de la République dans nos villages, et qui sont mal rémunérés, avec des progressions de carrière qui sont relativement faibles. Et donc il faut rémunérer justement ces secrétaires de mairie, mais il faut aussi derrière, et on en revient toujours à la même question, pour les communes, donner des dotations qui permettent... On va revaloriser le statut des secrétaires de mairie. On l'a revalorisé. Elles vont être maintenant catégorie B. Ça veut dire qu'elles vont avoir des grilles de progression plus importantes. Ça veut dire qu'elles vont être rémunérées de façon plus importante. Mais il faut que, de la même manière, toujours pareil, recettes dépenses dans les communes, les dotations soient à la hauteur de la revalorisation de ces secrétaires. C'est un enjeu fondamental pour les territoires ruraux. Il y en aurait d'autres, bien entendu. Mais par exemple, après le Covid, on a cru qu'il y aurait justement un rééquilibrage entre l'urbain et le rural, puisque de nombreuses personnes ont redécouvert les vertus de vivre à la campagne, ou en tout cas dans des structures plus légères ou des communes plus petites. Et au final, la vague est retombée et où sont passés les gens qui étaient arrivés pleins de bonnes intentions et qui finalement sont repartis en ville. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous? Les gens étaient pleins de bonnes intentions pendant les 2 ans du Covid. Moi, j'ai découvert... quand on se promenait, je vais vous parler d'une commune que je connais bien, Ibos, il y a des rivières qui passent, le Mardin, le Souille, et je n'ai jamais vu autant de monde. C'était les Champs-Élysées qui se promenaient et qui découvraient le village. Qui découvraient le village. Et là, dans les discussions, effectivement, c'était on va sur les mobilités, on va quand même réfléchir par rapport à l'avion. On va davantage utiliser les moyens de transport éco-responsables, collectifs, etc. Aujourd'hui, force est de constater que on est reparti comme si de rien n'était. Et dans les campagnes, c'est la même chose, c'est-à-dire au niveau des initiatives, des petites entreprises, etc., c'est la même chose. Le Secours catholique a sorti un document sur la mobilité, un document très intéressant. C'est un document qui vaut pour toute la France, et particulièrement pour le département de Haute-Pyrénées. On s'aperçoit aujourd'hui que ce que vous disiez, vous définissiez dans les années 70 une vie de village où les gens s'entraidaient, où si quelqu'un avait besoin d'aller faire des courses, il y avait toujours quelqu'un. Or, aujourd'hui, pour certains, ce sont des villages dortoirs où on y va pour dormir et on travaille en ville. Et puis pour d'autres, avant, tout le monde vivait en famille. Il y avait les grands-parents, les parents, les petits-enfants et les enfants. Aujourd'hui, souvent les gens veulent être à part, vivre à part, donc une maison à part. Et les personnes âgées sont bloquées chez elles. Elles ne peuvent pas aller faire le marché, elles ne peuvent pas aller au supermarché.
et même jusqu'à aller ne pas pouvoir aller aux obsèques d'amis parce que personne ne peut les amener. Ouais. C'est une vraie problématique. C'est On une les vraie enferme. problématique, hein. Je suis absolument d'accord avec vous, mais là aussi, c'est une volonté politique, je pense. Enfin, moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont maires, qui sont confrontés à tout ça, qui essaient de trouver des solutions. Allez au marché, par exemple, à Tarbes, si vous êtes à Ibos, si vous êtes une personne âgée, ben on a une navette. On a une navette qui amène tous les jeudis des personnes âgées, je crois que c'est une dizaine, elle est pleine tous les jeudis, je peux vous le dire. Mais voilà, il faut trouver des solutions, il faut imaginer, il faut être inventif au niveau local. Vivre à la campagne, c'est une chance extraordinaire. Mais il faut de l'inventivité, il faut de la volonté, et il faut aussi qu'on soit aidé, bien entendu, par les services de l'État. Monsieur Montet, vous êtes en retard. Alors, excusez-moi. non, mais il n'y a pas de souci, c'est le débat qui se déroule. Monsieur Monteil, alors cette ruralité, cette extrême ruralité, ce sentiment d'abandon, de déclassement, vous l'avez ressenti chez vos électeurs ? Évidemment, mais je vais rebondir sur ce que vous évoquiez juste avant. Moi, je suis hostile à l'écologie punitive. Donc des lois comme la loi ZAN, qui est sans discernement, qui va interdire des constructions qui pourraient aider la ruralité à se développer, j'y suis hostile. Et il faut du discernement, on compare pas la Côte d'Azur avec les Hautes-Pyrénées. Il y a la constructibilité est différente, donc on ne peut pas travailler avec du dogme. Et malheureusement, c'est ce qui a été fait avec la loi ZAN. Après, la ruralité, le déclassement, il vient effectivement de l'activité économique qui a disparu des zones rurales. Et c'est reporté vers les grosses métropoles. On assiste actuellement, pas que depuis Macron, mais ses prédécesseurs aussi, à une concentration des activités économiques dans les métropoles. Moi, je suis favorable à une démétropolisation de l'activité économique avec des réinstallations d'entreprises et pourquoi pas d'usines dans la ruralité, déconcentrer les pôles d'activité. Et pour ça, il faut permettre de l'accessibilité, parce que quand il n'y a pas de train, il n'y a pas d'activité économique importante, il n'y a pas d'industrie. Les lignes de train, elles ont été coupées les unes après les autres, et c'est très dommageable l'activité économique. Les hôpitaux, si vous n'avez pas d'hôpital à proximité, vous allez pas venir vous installer. Donc les villages qui n'ont pas d'hôpitaux à proximité, ils vont dépérir. Les services publics, mais on se demande pourquoi on paye des impôts. Le service public, il doit être présent partout. La poste, elle doit être présente partout. Dans les petits villages, elle doit accueillir du public. Le numérique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut un service public de qualité qui puisse apporter des réponses aux gens, des réponses en vis-à-vis aux gens, que ce soit sur les impôts ou ailleurs. Donc là aussi, services publics qui ferment les uns après les autres, services de poste, c'est un exemple qui est frappant, parce que même dans des grandes communes, elles disparaissent. Donc c'est assez désolant. Et là, on voit que l'État n'a pas fait son travail. Son travail, c'est s'occuper du maintien du service public, de le maintenir en état, de maintenir des écoles. La carte scolaire, c'est pareil. Les petits villages qui n'ont pas beaucoup d'écoles, pas beaucoup de classes, il faut les maintenir, parce que un village sans école, c'est un village sans famille. Donc c'est un village qui va mourir, qui va disparaître. Et sur la mobilité, quels seraient vos projets ? Alors sur la mobilité, bien sûr que les communes doivent trouver des solutions, mais il y a déjà un problème d'accessibilité. Souvent vous avez des petites routes, pas carrossables, et ça c'est un travail départemental, c'est pas le travail du député, c'est un travail départemental, et malheureusement ça bouge pas beaucoup de ce niveau-là. Tous les ans c'est quelques kilomètres qui sont réparés, mais pas beaucoup. Il y a énormément de travail à faire là-dessus pour l'accessibilité. Sur des sites d'activité économique, si l'accessibilité est mauvaise, l'activité va rester médiocre. Et puis pour les habitants, pour l'activité touristique, on a besoin d'une plus grande accessibilité aux sites touristiques de notre région, de notre département. Et transport en commun, vous êtes plutôt favorable au développement évidemment qu'il en faut. Évidemment, il faut des transports communs un peu partout. Il faut pallier toutes ces espèces de dérives de centralisation qu'on a assistées, par exemple, vous savez, le traitement des déchets dans les communes, c'est les communautés de communes qui s'en occupent, mais moi je me mets à la place des personnes âgées qui venaient avant déposer leurs poubelles devant chez elles, et puis qui n'ont plus de ramassage. Il faut qu'elles fassent 1 ou 2 kilomètres pour y aller. Elles n'ont parfois pas de voiture. Comment vont-elles faire ?
Donc il faut trouver des solutions là-dessus, c'est malheureusement, et des services publics, communaux, intercommunaux, qui puissent aider à la mobilité des personnes plus dépendantes. C'est une bonne solution, bien entendu. Concernant l'agriculture, parce que le cœur de notre pays, Bigourdan, c'est l'agriculture quand même, hein. Le tourisme, c'est aussi une activité forte dans notre département, mais on a un monde agricole qui est en détresse. On les a rencontrés hier à Rabastens. Ils sont... tous les ans, en France, on perd 4% de nos petites exploitations agricoles. Tous les ans. Aujourd'hui, il en reste 400 000 sur... quand il y avait, dans les années 50, 4 millions d'exploitations agricoles. Et ça continue. Il n'y a que les grandes exploitations qui augmentent, faiblement, mais qui augmentent. Donc nous, on est attachés à notre modèle agricole Bigourdan, de petit format, familial, avec des produits de qualité, qui sentent bon le terroir et qui peuvent se vanter partout dans le monde, qui sont cherchés partout dans le monde. On n'est pas très attaché à la production industrielle qui n'a pas de saveur et puis qui ressemble à rien et qui ne représente pas notre terroir finalement. Donc on doit s'attacher à défendre nos agriculteurs, à leur permettre de vivre de leur travail. À cet égard, la proposition du Rassemblement national sur ce sujet-là, c'est d'abord non pas d'augmenter le salaire des agriculteurs, ce sont des entreprises, mais de leur permettre de vendre leurs produits au juste prix. C'est-à-dire, par la loi, imposer que personne ne puisse acheter des produits agricoles de nos agriculteurs, d'élevage ou de production, et ne puisse acheter de produits agricoles qui soient inférieurs au coût de production et inférieurs à la marge de l'agriculteur. Donc ça, c'est des prix qui seront fixés localement, hein, par l'État, qui pourront être fixés et modulés selon les situations, selon les localités. Mais c'est indispensable si on veut que les agriculteurs puissent vivre de leur production. Et aujourd'hui, malheureusement, la concurrence déloyale des importations qui viennent par le libre-échange, tous les traités de libre-échange qu'on connaît, hein. On parlait hier du Mercosur, qui va nous amener 100 000 tonnes de bovins supplémentaires dans l'Union européenne, alors que c'est un secteur qui est déjà en crise chez nous. Donc c'est impensable. Et puis en plus, ce libre-échange permet de faire entrer des animaux qui sont pas élevés dans les mêmes conditions que les nôtres, qui n'ont pas le même coût social ni coût environnemental, qui ne respectent pas nos normes en fait, et qui font une concurrence déloyale sur les prix. Et évidemment, de certaines grandes surfaces, la plupart, mais enfin en tout cas certaines, profitent de cette situation pour faire pression sur les agriculteurs et leur demander de baisser leurs prix, sinon ils se reportent sur la grande distribution étrangère, sur les importations étrangères. Donc là-dessus, il faut légiférer aussi. Monsieur Feignet, rapidement, sur l'agriculture et le local. 2 minutes. 2 minutes. Oui. Comment voulez-vous qu'on parle en 2 minutes de l'agriculture et surtout des petites exploitations, bien entendu, qu'il faut les aides de la PAC. Enfin, il y a eu des manifestations très importantes au niveau des agriculteurs il y a quelques mois, mais il y a toujours une souffrance qui est à l'œuvre. Rien n'est réglé. L'isolement, les difficultés financières, pour se sortir, même pas un SMIC, on parle du SMIC, de revaloriser le SMIC. Dans l'agriculture, le SMIC, ça n'existe pas. Donc effectivement, il faut donner les moyens à ces agriculteurs de pouvoir vendre leurs produits. Là aussi, très important, le rôle des collectivités locales. Il faut amener aussi l'agriculture vers une éco-responsabilité, on l'a dit, comme toutes les professions. Je crois qu'il y a l'agriculture biologique, bien entendu, qu'il faut développer. Il y a les circuits courts qu'il faut développer, mais pour développer les circuits courts, il faut que les agriculteurs trouvent des marchés, et c'est la responsabilité aussi des collectivités locales d'offrir ces marchés, comme nous pouvons le faire par exemple en
faisant des cantines pour les enfants avec cuisine sur place, avec des circuits courts, loi Egalim, 100% bio, etc. Il faut vraiment se mobiliser, l'ensemble des élus des territoires, les agriculteurs bien entendu, et les amener vers une agriculture peut-être moins productiviste, mais davantage de qualité, et aider, bien entendu, au niveau européen, les agriculteurs, des aides plus justes, pas des aides qui permettent uniquement aux grandes exploitations céréalières de perdurer, mais qui permettent de sauver les petites exploitations de 20-30 hectares que nous avons ici sur le département, ainsi que le pastoralisme, bien entendu. Et bien voilà, vous avez réussi à caser ça en quelques mots, M. Feignet, c'est qui va conclure notre débat. Si vous me permettez juste un point pour les agriculteurs, il faudrait aussi qu'on arrête de leur mettre des bâtons dans les roues. L'écologie punitive, les projets comme le Green New Deal, le pacte vert, etc., ça leur met des bâtons dans les roues. Il faut arrêter avec ça. On va conclure. Hein, oui, bien l'heure de la conclusion. Donc, Monsieur Feignet, vous êtes le premier à parler. Vous avez 1 minute face aux électeurs. Et ensuite, Monsieur Monteil, puisqu'il a gagné le TOS en début de débat. Écoutez, nous sommes maintenant dans la campagne du 2e tour. Le premier tour, le message a été clair. Rassemblement de toute la gauche qui a suscité un véritable espoir. Une gauche réformiste, rénovée, crédible, qui a été réunie dans le respect de la diversité et capable d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Alors, fort de cet élan démocratique et du rassemblement de ce premier tour, nous voulons, avec Pascal Labens, ma suppléante, et moi-même, appeler au rassemblement de toutes les forces démocratiques, de toutes les forces républicaines de ce territoire. Il faut vraiment que nous puissions sortir vainqueurs de ce combat. On va aller jusqu'au bout. Pour refuser la volonté affichée de s'affranchir de l'état de droit, de tenir en méfiance les binationaux, de remodeler la Constitution pour des intérêts privés, d'adouber M. Poutine, de limiter l'aide à l'Ukraine, de vider l'Union européenne de son contenu, de supprimer le droit du sol contre la tradition républicaine, de jeter en pâture toute ambition climatique, on l'a entendu avec M. Monteil, et de défigurer la République et de l'affaiblir. C'est la raison pour laquelle il n'est plus question de tergiverser avec l'intégrité de notre démocratie, et nous appelons tous les républicains à se mobiliser dimanche prochain pour enrayer cette mécanique infernale. Merci M. Feignet. Vous, M. Monteil, 1 minute. Écoutez, déjà nous, au Rassemblement national, nous sommes des républicains. Nous sommes des démocrates. Et personne ne pourra jamais prétendre le contraire. D'ailleurs, le peuple s'en est bien rendu compte la semaine dernière, dimanche dernier, en nous portant en tête dans cette circonscription, largement en tête, du jamais vu, avec une proportion de participants au vote également jamais vue depuis 40 ans. Ça prouve bien la volonté populaire de changement. Et je mets en garde les habitants de Bigorre à la tentation de porter quelqu'un comme M. Mélenchon à la tête du gouvernement. Vous appartenez, M. Feignet, à une coalition donc, qui est dominée par M. Mélenchon. La personne qui dit justement, voilà, un flic mort, c'est une voix en moins pour le RN, on peut rigoler. Voilà. Quelqu'un qui parle comme ça, M. Mélenchon, c'est pas possible. Des gens qui soutiennent le Hamas, qui ouvertement participent à des actions violentes contre des juifs. On a vu votre collègue de la coalition, M. Raphaël Arnaud du NPA, s'attaquer, déjà condamné pour des violences et fichier S X fois pour islamisme, s'attaquer à des jeunes juifs il y a 10 jours de ça, lors d'un meeting de Rima Hamas. Donc vous voyez, ce chaos permanent, cette volonté de division
cette violence de l'extrême gauche, nous n'en voulons pas. Donc j'appelle tous les républicains de notre département à confirmer l'essai que nous avons marqué au premier tour, à le transformer et à s'unir pour voter pour un parti républicain qui est le Rassemblement national et qui apportera la paix et la sécurité dans notre pays qui en a bien besoin. Mais écoutez, 28 minutes et 37 secondes pour vous, M. Monteil, et 28 minutes 41 secondes pour M. Feignet. Je crois que là, le temps de parole a bien été respecté. Merci à tous les deux. Merci aussi le groupe La Dépêche, la Nouvelle République des Pyrénées pour ce débat. Merci Arnaud Paul. Merci à Radio Présence de son accueil et merci aux deux candidats d'avoir été respectueux de la parole de l'autre et bon courage pour ce dimanche électoral qui va être déterminant pour l'avenir de la nation. Merci. Merci à vous. Merci à vous.